Bonjour à tous, donc Thomas Paco, je suis responsable de l'équipe agronomie environnement à la Chambre régionale d'agriculture. Bienvenue dans la séquence qui concerne les cultures assolées. Donc, chacun des intervenants se présentera tout à l'heure. Je vous fais une rapide introduction. Désolé, j'ai pas fait de diapo, mais c'est juste pour vous dire que on a déjà travaillé sur quelques expérimentations systèmes qui sont des projets de R&D qui permettent de répondre à différents enjeux. Et il me semble que l'adaptation au changement climatique est un des enjeux qui peut être traité dans ce type d'expérimentation. Alors, on a déjà travaillé sur des projets de réduction de l'utilisation des intrants. Donc, je vais citer quelques exemples. Le projet Dessine en Auvergne, le projet Héricine en Rhône-Alpes, la plateforme Dunière, la plateforme TAB, Technique Agriculture, Technique Alternative et Biologique, qui vous sera présentée tout à l'heure. Et puis, on va avoir un projet régional d'expérimentation système qui va démarrer dans l'année 2022, qui est dédié à ce sujet de l'adaptation au changement climatique et qui s'appelle Adaptora. Alors, dans ces types d'expérimentation système, l'avantage, c'est qu'on peut considérer à la fois les objectifs propres de l'agriculteur et son contexte de production. On peut également considérer une diversité de leviers d'action qu'on va pouvoir mettre en œuvre à l'échelle pluriannuelle. Et on va pouvoir faire une analyse multicritère qui permet d'intégrer les différents impacts, qu'ils soient techniques, économiques et environnementaux, quand on met en place des changements. Alors, pour faire des expérimentations système, il est néanmoins nécessaire d'avoir quand même des expérimentations analytiques qui vont nous permettre d'avoir des références sur les différents leviers qu'on va pouvoir mobiliser dans ces expérimentations. Ça permet d'avoir des résultats qu'on obtient toutes choses égales par ailleurs, avec aussi des informations sur les conditions de réussite et d'échec de la mise en œuvre de ces innovations. Alors, les innovations qui sont testées dans ces dispositifs, ça va concerner à la fois les modes de conduite, le recours à des technologies ou à des outils d'aide à la décision pour, par exemple, optimiser la gestion de l'eau. Ça va être aussi l'innovation dans le matériel végétal. Vous allez en avoir un certain nombre d'exemples présentés dans les interventions qui vont suivre. Donc globalement, quand on veut innover dans les modes de conduite, le but recherché, ça va être d'améliorer l'efficience d'utilisation de l'eau dans le sol, mais aussi on pourra aussi travailler sur la création de microclimats qui vont permettre de limiter la sensibilité des systèmes à des chocs de température, par exemple, ou qui vont pouvoir permettre de limiter l'évapotranspiration. Alors, concernant les leviers qui vont vous être présentés dans les présentations qui suivent, il y a quand même un gros, on va dire un panel de leviers autour de la diversification, à la fois des espèces et des variétés dans le temps et dans l'espace. Donc ça peut passer par la diversification des rotations ou des assolements. Donc là, il y aura une intervention d'Audrey Tabonne sur ce sujet-là avec le modèle Azalée. Ça peut être aussi la diversification intraparcellaire. Donc on aura la présentation de l'expérimentation système de la table multistrate, présentée par Florian Boulisset. Et ça peut aussi passer par des associations de culture. Donc on aura une présentation d'Alexis Vergniaud de Terre Innovia sur les colzas associés. Il y a aussi un panel de leviers autour du matériel végétal, donc choisir un matériel végétal adapté dans les systèmes, que ce soit en termes d'espèces mais également de variétés. Donc là, l'intervention de Thierry Langin de l'INRAE abordera les questions de génotypage et phénotypage, et ce sera aussi abordé par Audrey dans la présentation d'Arvalis. Et puis, globalement, tout ce qui va permettre d'améliorer l'efficience de l'eau dans le sol, meilleure capture, une meilleure rétention, une meilleure valorisation de l'eau, limiter l'évapotranspiration, notamment en ayant recours à des couverts. Et dans ce cadre-là, vous aurez la présentation de Pierre Bataille concernant les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, c'était juste un cadrage rapide. On va commencer par la présentation d'Audrey Tabonne d'Arvalis, qui va nous parler notamment de la diversification des assolements. Donc, bonjour à tous, Audrey Tabonne, ingénieure régionale Rhône-Alpes chez Arvalis. Donc l'objectif effectivement aujourd'hui, c'était d'avoir une entrée donc système sur comment peuvent s'adapter les exploitations au changement climatique. Au niveau donc d'Arvalis, il y a un travail qui a été mené pour donc reconcevoir son système pour s'adapter à une ressource en eau contrainte, et donc un outil qui a été pensé pour travailler cette question-là.
Donc cet outil, il est structuré donc de la manière que vous pouvez regarder sur la diapo. On va croiser donc des aléas climatiques à une variabilité économique pour avoir donc des indicateurs. Et on donc construit des scénarios d'assolement avec les agriculteurs pour savoir donc quels revenus espérer, quels risques économiques on peut avoir, quelles opportunités. Et ensuite, le modèle donc Azalée nous permet de comparer et de sortir des indicateurs de performance comme les marges, le temps de travail, mais aussi des indicateurs sur la variabilité de consommation en eau, puisque c'est bien l'objectif de ce modèle-là, contrairement à d'autres qui existent aujourd'hui pour parler système de culture. Et donc cet outil a été développé dans le sud-ouest et en Aquitaine. Il y a déjà des résultats qui sont sortis suite à des groupes de travail. Et on va aujourd'hui en parler en Auvergne-Rhône-Alpes avec un projet qui va réunir donc, les acteurs que vous pouvez voir sur cette diapo. Donc, la plupart des organismes de collecte et des chambres d'agriculture. Et puis bien sûr donc aux manettes Arvalis avec Terre Innovia pour croiser les indicateurs. Et au centre de ce projet-là, des agriculteurs qui nous permettront de discuter de scénarios d'assolement. Donc pour vous donner une petite idée de ce projet qui va démarrer dès janvier 2022, l'objectif c'est d'obtenir des références économiques, techniques et surtout de consommation en eau sur 6 fermes types en Auvergne-Rhône-Alpes, de proposer aux agriculteurs et aux conseillers de la région des éléments qui sont chiffrés et concrets pour pouvoir intégrer les nouvelles cultures dans leur assolement. Donc là, c'est bien de travailler effectivement avec l'amont et l'aval pour savoir ce qui peut être possible en région. Et puis de proposer aussi des éléments de réflexion pour orienter les choix et surtout voir ce qu'on peut avoir en rentabilité et durabilité des systèmes. Et puis, bien sûr, tous les partenaires du projet auront à disposition les données obtenues par rapport aux 6 cas types qui ont été retenus. Donc les 6 cas types balayent bien évidemment toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, en partant du Massif central jusqu'à la Drôme. Donc là, on va lancer en janvier le premier comité de pilotage pour amorcer le projet. Donc là, on a parlé système de culture. Si on regarde plus en détail au niveau d'une exploitation, comment on gère les apports d'eau à l'échelle d'une parcelle. Alors aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent pour gérer au mieux la ressource en eau. Mais on a aussi des projets sur lesquels on travaille sur le matériel et notamment le matériel de précision. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un pivot donc, utilisé en grande culture qui permet la variation intraparcellaire de l'irrigation. Donc l'objectif de la variation intraparcellaire, c'est de mettre une dose d'irrigation en fonction du sol et de la culture et de pouvoir moduler, ce qui n'est pas possible avec un matériel classique. Donc le fonctionnement de ce système-là, c'est donc des électrovannes sur des buses et une gestion électronique avec des ouvertures et des fermetures selon donc, la cartographie que vous pouvez voir sur la diapo suivante, qui est construite avec donc, des cartes de conductivité, de rendement et puis aussi des images satellites. Donc ça, c'est le principe de la VRI. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous, en Rhône-Alpes, sur cette question-là ? On a donc un projet via le Pépite DigiFerm qui était donc l'étude d'un pivot VRI. On a la chance d'avoir un agriculteur équipé donc, en Isère qui a mis en service cet équipement-là en 2020 sur une parcelle de 60 hectares. Donc, ce qui a été fait depuis donc, 2019, on a pu cartographier la parcelle pour obtenir la carte donc, que vous voyez à l'écran, pour pouvoir rentrer en fait, cette carte-là dans le pivot et le programmer pour lui donner les doses en fonction de la réserve utile des sols et de paramètres culturaux. Donc cette année, en 2021, on avait mis en place des suivis. Malheureusement, avec la campagne climatique qu'on a eue, on n'a pas pu obtenir de résultats probants. Mais on poursuivra le travail en 2022 et potentiellement aussi 2023. On peut passer la parole.
Merci Audrey. Alors je sais pas, oui, je pense qu'on enchaîne les interventions, hein, c'est ce qu'on avait convenu. Donc on va demander à Thierry Langin d'activer sa caméra. Alors, Et le son est là, donc a priori ça devrait être bon. est-ce que vous me voyez, m'entendez? C'est bon, on voit Thierry. Merci Thierry, je te laisse la C'est parole. bon? Ok, merci beaucoup. Et c'est moi qui avance les dias? Comment ça? C'est nous qui les avançons, effectivement. Donc j'avance. Ok, J'essaye de donc suivre. merci beaucoup. Bonjour à tous et désolé de ne pouvoir être parmi vous. Donc moi, je suis Thierry Langin, je suis chercheur au sein de l'UMR GDEC pour génétique, diversité, écophysiologie des céréales à Clermont-Ferrand. Et un des axes de recherche importants de l'unité, c'est effectivement d'adapter les variétés de blé au contexte du changement climatique. Donc sur cette première dia, c'est juste pour vous rappeler, et je pense que vous en avez déjà abondamment parlé, un peu les scénarios climatiques qu'on peut envisager, prévoir dans le cadre de ce changement climatique. Donc, je vais pas commenter plus à fond cette diapositive, mais vous pouvez voir des scénarios qui vont de scénarios optimistes, intermédiaires et pessimistes, et surtout les conséquences que ces scénarios peuvent avoir sur une culture comme le blé. Et là, j'ai juste illustré avec les probabilités d'occurrence d'années sèches sur un site qui est Clermont-Ferrand, la plaine de Limagne. Et vous pouvez voir que ce que nous prévoient ces scénarios sont finalement des années sèches qui vont se répéter, et surtout des stress hydriques qui vont arriver à des moments importants pour une culture comme le blé, et donc impacter les rendements et la qualité. Sur la dia suivante, c'est les stratégies qu'on peut envisager pour essayer de contourner ou de limiter l'impact de ce changement climatique. Alors il y a 3 leviers disponibles, et je pense pareil, vous en avez déjà parlé, mais c'est adapter les pratiques agronomiques, c'est adapter les espèces en envisageant finalement des changements des espèces cultivées. C'est l'évitement. Alors, ça peut se faire à l'échelle de l'espèce en calant les cycles de développement finalement sur les occurrences des risques. Et puis, c'est jouer sur la tolérance. Et là, c'est le levier dont je vais un peu parler et qui est celui qu'on essaie d'utiliser. C'est de chercher des génotypes qui sont mieux adaptés, qui sont plus tolérants à ces nouvelles contraintes. Et la façon dont on va essayer de les identifier, c'est d'imposer des scénarios climatiques types, des climats cibles qu'on peut prévoir, ou d'exacerber certains comportements, et de caractériser finement la réponse d'un grand nombre de génotypes, de façon à augmenter la probabilité de trouver des génotypes qui vont être finalement plus favorablement adaptés à ces conditions. Et là, je vais illustrer un petit peu les différents outils qu'on utilise au sein de l'UMR pour avancer dans cet objectif. Le premier, c'est on dispose d'un centre de ressources biologiques céréales à paille, où on conserve des blés sauvages, des orges, des secs, des triticales, de l'avoine. Il y a à peu près un peu moins de 30 000 accessions qui sont multipliées, distribuées, analysées. Sur la dia suivante, si on se focalise juste sur le blé, on dispose de 14 000 accessions de blé tendre, et puis un peu moins de 3 000 accessions qui sont d'autres blés, et puis un certain nombre d'accessions qui correspondent à des blés dits sauvages ou des espèces apparentées. Donc, on couvre assez largement la diversité génétique mondiale du blé dans ces collections. Et finalement, c'est un outil dans lequel on puise finalement les génotypes, les variétés, les accessions qu'on va utiliser dans nos programmes pour essayer d'identifier ces variétés plus adaptées. Et sur la dia suivante, l'autre source dont on dispose maintenant depuis 2016 et surtout 2018, c'est des génomes séquencés de blé. Donc là, je vous ai fait un résumé de ce dont on dispose aujourd'hui. C'est un peu plus d'une vingtaine, de génotypes séquencés, alors qui couvrent des blés, du blé tendre, du blé dur, les espèces qui sont ancêtres des blés, et puis un certain nombre d'espèces apparentées et de céréales sauvages. Et c'est de disposer de cette information.
c'est un peu vite. Voilà, ça nous donne finalement, ça nous facilite un certain nombre de choses. Alors, ça nous a permis de construire des puces qui nous permettent de faire du génotypage à très haut débit et aussi du génotypage par séquençage, de construire des cartes à très haute densité génétique et moléculaire. Tout ça, ça facilite les travaux de génétique d'association, ça accélère le clonage de gènes d'intérêt, ça ouvre la voie à des technologies voilà, comme le génome editing pour faire de la mutaginèse ciblée et de l'analyse fonctionnelle. Et puis, ça aussi ouvre des nouvelles questions de recherche qui sont celles qui tournent autour de la notion de pangénome et de gènes dispensables. Sur la diapositive suivante, finalement, ces informations, ces génomes séquencés, ça nous permet, voilà, j'ai déjà dit, d'aller vers du génotypage à très haut débit. Et pour ça, on s'appuie sur un autre outil dont on dispose à Clermont-Ferrand, qui est la plateforme Gentiane, voilà, qui nous permet de faire voilà, ce génotypage à très haut débit, ce séquençage également maintenant à très haut débit, donc de caractériser d'un point de vue moléculaire finalement les ressources qui sont conservées au sein du CRB. Et sur la dia suivante, une illustration finalement de ce que voilà, donne cette conjugaison, voilà, les ressources du CRB et les outils disponibles au sein de la plateforme Gentiane, c'est maintenant, voilà, ça nous a permis de caractériser à un niveau extrêmement fin la structuration de la diversité génétique mondiale du blé et de retracer l'histoire évolutive voilà, des blés modernes, hein, d'où ils viennent, comment ils sont apparus et comment ils sont distribués à l'échelle de la planète. Et finalement, d'avoir cette information, voilà, d'avoir fait cette caractérisation de la diversité génétique mondiale, ça nous permet de construire des collections, des corps collections, voilà, qui sont celles qui vont être utilisées dans nos programmes d'analyse et en particulier tous les programmes qui visent à phénotyper ces génotypes, ces accessions, ces variétés. Et pour ça, on dispose d'un outil original également voilà, sur le site de Clermont-Ferrand. Et c'est ce que j'ai représenté sur la dia suivante, si je peux la voir, voilà, qui est la plateforme de phénotypage Phéno3C. Alors, Phéno3C, c'est pour phénotypage au champ sous conditions climatiques. Et voilà, vous avez la photo de ce qu'est cette plateforme. Hein. C'est une plateforme qui est constituée pour l'essentiel de toits roulants qui permettent de protéger des parcelles et en particulier de les protéger de la pluie et d'être en capacité de maintenir, et si je peux avoir la dia suivante, de maintenir finalement un stress hydrique, quelles que soient les conditions climatiques qui sont celles qu'il va y avoir sur le site. Donc là, vous avez un peu ce qu'est la plateforme Phéno3C en termes, voilà, c'est 4 abris mobiles, et puis un certain nombre, voilà, des 12 parcelles de 600 mètres carrés, et puis un certain nombre d'autres outils qui permettent de compléter ce dispositif. Donc, les toits roulants nous permettent d'appliquer un stress hydrique en conditions de plein champ. On a un système de type FES qui nous permet de moduler artificiellement la concentration atmosphérique sur une partie des partiels et de l'augmenter pour se rapprocher des concentrations de CO2 qu'on va trouver en 2050 ou en 2100. Et puis un certain nombre d'outils, soit fixes, soit mobiles, avec la phénomobile, qui nous permettent de mesurer un très grand nombre de caractères de paramètres physiologiques ou de paramètres phénologiques sur les parcelles, qui sont sous Phéno3C. Et tout ça est connecté à un système d'information qui s'appelle FIX, qui permet voilà, de mettre toutes les données qui sont produites par cette plateforme sous la forme de bases de données accessibles finalement aux scientifiques qui vont les analyser. Et sur la dia suivante, voilà quelques illustrations de ce qu'on a pu faire avec cette plateforme Phéno3C. C'est en phénotypant finement un certain nombre de panels, c'est d'identifier des variétés qui sont voilà, dans ces conditions-là, qui sont des conditions proches des conditions normales de culture du blé, des variétés ou des génotypes qui sont plus tolérants finalement à des stress hydriques, de mesurer l'impact d'un CO2 élevé, ici 600 ppm, hein, qui est la concentration qu'on pourrait trouver d'ici 2050 sur le nombre d'épis par plante. Et vous voyez voilà, qu'il y a une variabilité génétique finalement très grande pour le blé par rapport à ce facteur. Et de mesurer également l'impact du CO2 sur le développement des maladies. Ici, c'est la septoriose, et de voir finalement qu'il y a un certain nombre de génotypes qui répondent plutôt positivement. Finalement, un fort CO2 va améliorer la résistance, et des génotypes finalement pour lesquels l'impact des forts CO2 va être négatif. Voilà les outils finalement dont on dispose pour essayer voilà, d'identifier ces variétés plus tolérantes au stress hydrique, et puis ces génotypes qu'on identifie
vont après ensuite dans des expérimentations de pré-breeding et de breeding pour construire les variétés cultivées, voilà, qui vont réunir un certain nombre de caractéristiques qui les rendront plus appropriées finalement aux conditions qui seront celles qu'on rencontrera demain dans le cadre du changement climatique. Et sur la dia suivante, voilà, c'est juste pour dire, voilà, ça, c'est les outils qu'on utilise voilà, sur le site de Clermont-Ferrand, mais il y a d'autres voilà, outils qui sont accessibles au niveau de la région, un réseau de plateformes expérimentales qui est assez dense, hein, des unités expérimentales INRAE, voilà, l'agro-technopole de Montol pour tout ce qui est agroéquipement, hein, qui est un complément indispensable finalement à l'adaptation de nos systèmes de culture à ce changement climatique. Les réseaux voilà, d'expérimentation voilà, qui sont rattachés à Arvalis, ceux qui sont rattachés aux chambres d'agriculture, et des projets scientifiques structurants. Donc, celui du Centre international de recherche sur les agrosystèmes durables, donc, qui est une composante du projet ICIT de CABA25 du site clermontois, dont l'adaptation au changement climatique des plantes et des animaux est un objectif prioritaire. Le Ligue Grande Culture en Auvergne et les projets Tetrae qui ont déjà été évoqués, qui sont des projets en construction. Et un des projets Tetrae, pareil, a comme objectif prioritaire l'adaptation au changement climatique. Je vous remercie. Merci Thierry, je te remercie de rester pas très loin pour la phase de questions. Je vais passer la parole à Audrey. Donc oui, juste pour faire le lien par rapport à ce que Thierry vient de vous présenter, on voulait juste vous remettre quelques exemples d'outils qui sont utilisés au niveau d'Arvalis en région pour justement faire du phénotypage. Et donc là, je vous ai mis ce qu'on utilise sur plantes et sur sol. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont utilisés par nos opérateurs techniques sur nos stations d'expérimentation, mais aussi dans des parcelles agriculteurs. Donc à Pusignan, on est équipé d'un drone qui nous permet de survoler toutes nos parcelles d'essai et puis une partie de parcelles agriculteurs pour croiser forcément avec les dynamiques azote notamment. On utilise aussi ce qu'on appelle la perche littérale qui nous permet de photographier surtout donc les céréales à paille, mais aussi maintenant le maïs, donc pour avoir les indices foliaires. Et puis on utilise aussi ce qu'on appelle le CamScan, donc qui est réservé au maïs, qui nous permet en fait de scanner les épis et de dénombrer le nombre de rangs sur épis, le nombre de grains. Donc tout ça, pourquoi pour aller plus vite aujourd'hui. Thierry vous parlait de génotypage au débit, on parle aussi de phénotypage au débit pour acquérir de la donnée et pouvoir justement regarder quelle variété se comporte le mieux face au changement climatique, que ce soit des stress hydriques ou des stress sur les températures. Et puis sur l'aspect sol, on utilise donc en Auvergne deux outils. Un outil qu'on appelle le mini rhizotron qui nous permet en fait d'insérer un tube dans les parcelles pour regarder le développement racinaire. Donc ça aussi pour limiter le nombre de profils culturaux, les observations de densité racinaire qu'on faisait historiquement. Et puis un autre outil qui s'appelle le LabSpec qui en fait nous permet par infrarouge de regarder la composition d'un sol. Donc tous les paramètres qu'on peut trouver en analyse de sol. Voilà, donc c'est des choses qui évoluent et je vous ai juste remis pour faire le lien avec donc ce que Thierry vous présentait tout à l'heure, ce qui se passe au niveau national, hein, ça donne une petite idée. Mais voilà, on parlait de la plateforme qui était à Clermont. Là, je vous ai remis tous les autres sites qui existent. Qui permettent de faire donc, du phénotypage au débit et de croiser avec la génomique pour avancer sur les variétés tolérantes au stress, que ce soit hydrique, climatique, et de pouvoir produire des résultats pour les agriculteurs. Merci Audrey, merci Thierry pour cette présentation concernant le matériel végétal. On va maintenant passer à un autre sujet concernant donc les sols et comment notamment favoriser ou éviter les pertes en eau et favoriser l'efficience de l'eau dans le sol. Et on va passer la parole à Pierre Bataille et Florian Boulisset. La présentation, c'est OK. Bonjour à tous, Pierre Bataille, je travaille à la Chambre d'agriculture de la Drôme. J'ai une activité de conseil technique sur les PPAM, les plantes à parfum aromatiques médicinales, et également une activité d'expérimentation sur une station expérimentale qu'on a au sud du département, en moyenne altitude,
à 850 mètres d'altitude. Et je passerai après la parole à Florian, je te laisserai te présenter. Quelques éléments de contexte sur les PPAM. Là, je vais vous parler des PPAM qu'on appelle pérennes. Donc, c'est les lavandes, les lavandins, les thym, les romarins. C'est des espèces qu'on a en culture de 6 à 10 ans, selon la longévité de la parcelle. Elles sont plantées en rang. On a environ la moitié de la surface qui est plantée et le reste de la surface de la parcelle qui est laissée en général en sol nu. Je vais vous présenter une pratique qui est développée depuis une quinzaine d'années dans la filière et qui justement évite d'avoir les phénomènes que je vous ai montrés là en photo que vous avez sur votre gauche, où on voit une ornière au milieu de la parcelle après un orage. L'orage a emporté la terre en bas de la parcelle. Et un autre phénomène qu'on a observé là à la fin du printemps de cette année, où l'agriculteur avait du mal à rentrer dans sa parcelle parce qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. Il n'a pas pu désherber. En fin de printemps, on arrive à une situation où on a beaucoup d'adventices assez désagréables dans la parcelle, notamment beaucoup de datura là, qui sont en fruits, donc pas terrible au niveau sanitaire. Et je vais vous présenter en quoi les couverts végétaux interrangs sont une pratique qui permettent de lutter contre le changement climatique et en même temps les adventices qui sont un peu embêtantes. Donc les couverts interrangs, là vous avez une illustration sur cette photo. On a les deux rangs de lavandins qui sont en floraison et au milieu un interrang. Alors on a différentes espèces et différents types de couverts. On a des couverts qui sont pérennes, on a des couverts permanents, c'est pérenne quoi. On a des couverts annuels et on a des couverts qu'on va garder juste pendant la saison d'hiver, les couverts hivernaux qui sont en général gélifs. Cette pratique-là, elle est issue d'un essai qui date de la fin des années 90, justement sur la station expérimentale qui avait eu lieu à Mévouillon. Et donc on avait mis des couverts interrangs dans un champ où il y avait de la pente. L'objectif à la base, c'était de lutter contre l'érosion. Et on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres bénéfices agronomiques et des bénéfices sanitaires, puisqu'on avait moins de dépérissement dans la parcelle qui était couverte par rapport aux zones qui étaient laissées nues. Suite à cela, cette pratique-là a été un peu laissée de côté pour d'autres projets d'expé au sein de la filière. Et c'est 15 ans plus tard, dans les années 2012-2015, qu'un CASDAR a été déposé par notre institut technique, qui est l'ITEPMAI. Et dans ce CASDAR, on travaillait les chambres d'agriculture, l'INRAE avec l'UMR PIAF à Clermont-Ferrand et le CRIEPAM qui est un institut technique régionalisé qui n'est pas en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est à Manosque. Le projet a été soutenu par l'interprofession, le CIHF que je vous ai remis là sur le côté. Ce CASDAR récital était articulé en 3 axes. Un axe de recherche plutôt académique, donc qui était mené par l'UMR PIAF. Ça a valu une thèse et ça a valu d'ailleurs une publication dans une revue scientifique. Ce travail de recherche fondamentale concernait la physiologie des lavandes et des lavandins et la réponse de ces cultures-là à un stress hydrique. Suite à la recherche fondamentale, des recherches appliquées en station, sur les stations de l'ITEPMAI et du CRIEPAM, et enfin, pour avoir une pratique opérationnelle chez les agriculteurs, il y a eu de nombreux essais qui ont été suivis chez eux. Rapidement, les résultats de ce projet-là. Donc, le résultat principal de la recherche académique, c'est qu'on a réussi à mettre en évidence un seuil de mortalité sur les lavandes et lavandins. Donc, en fait, à partir de 21% de perte de largeur d'un rameau, la lavande ou le lavandin ne pourra pas se remettre de stress hydrique. Donc ça nous donne des pistes pour piloter l'irrigation. C'est-à-dire que si on met des capteurs sur les rameaux des cultures, on va pouvoir empêcher d'arriver à ce seuil de 21%. Un autre résultat très intéressant, c'est que les couverts végétaux en station n'ont pas provoqué d'amplification de la déshydratation des plantes par rapport à un sol nu.
Donc dans la situation de l'expérimentation, pas de perte de rendement. Et l'ensemble des essais qui ont été suivis chez les agriculteurs ont permis de mettre en place un premier catalogue de pratiques et de couverts végétaux qui sont directement réplicables dans d'autres exploitations selon les objectifs de l'exploitant. Et enfin, les perspectives de ce projet-là, c'est encore très peu répandu. Pour être tout à fait honnête, malgré ce projet de recherche et tous les résultats qu'on a obtenus, dans la filière, on estime environ à 3-5% des surfaces qui sont enherbées. Là, je vous ai parlé d'adaptation, mais le fait d'avoir des couverts végétaux interrants permettrait de stocker du carbone. Et donc là, on parle surtout d'un levier d'atténuation du changement climatique. D'ailleurs, la filière veut lancer une démarche bas carbone. Donc, il va falloir évaluer combien de carbone on peut stocker dans le sol avec ces pratiques-là. Et enfin, une nouvelle PAC est en préparation et il semblerait que les espèces pérennes devraient avoir obligation d'enherber l'interrang de la culture pour bénéficier de ce qu'on appelle l'éco-régime. Là, on ne connaît pas encore les contraintes qui seront liées à cela, mais le projet a permis déjà de mettre un pas dans cette pratique-là. Je vous remercie. Merci Pierre. Donc Florian Boulisset, Chambre d'agriculture de la Drôme. Donc moi je suis en charge du projet qui s'appelle Plateforme Tab. Donc d'abord je vais vous redire un petit mot sur le projet assez rapide. C'est une plateforme expérimentale d'une vingtaine d'hectares qui existe depuis 2011 et qui est basée juste en dessous de Valence à Étoile-sur-Rhône. Donc dans un contexte qui est la plaine du Rhône, la plaine de Valence, dans lequel on va retrouver un certain nombre de cultures, des grandes cultures, des plantes aromatiques, des cultures semences, de l'arbo. Et donc la plateforme TAB se propose de travailler sur toutes ces cultures-là. Alors TAB, c'est pour techniques alternatives et biologiques. Et donc, comme son nom l'indique, on va essayer de travailler sur toutes les techniques qui vont permettre de réduire la dépendance aux intrants. Et puis, depuis quelques mois, quelques années, on travaille également la thématique du réchauffement climatique au travers des essais que je vais vous présenter là tout de suite. Donc, les thématiques fortes de la plateforme, historiquement, il y a tout un volet de recherche, on va dire, de recherche appliquée en agronomie. Donc, on travaille sur les techniques, des techniques à proprement parler, et puis on travaille sur une bonne partie des essais sur une entrée système. Donc, comme Thomas a introduit tout à l'heure, l'idée, c'est de travailler sur des systèmes de culture dans lesquels on peut faire jouer plusieurs leviers agronomiques et on va regarder l'ensemble des performances de ces systèmes-là, à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue temps de travaux, d'un point de vue marge au final, et puis d'un point de vue environnemental. Donc on regarde à la fois les consommations d'intrants, l'effet sur la biodiversité et notamment sur la partie fonctionnelle de la biodiversité, c'est-à-dire sur les relations entre les insectes qui vont avoir un impact positif sur les cultures et puis les insectes qui vont avoir un impact négatif. Et donc, on va regarder dans les nouveaux systèmes qu'on a implantés l'année dernière, en plus de tout ça, l'impact de l'ensemble du système et de l'environnement des parcelles sur l'évapotranspiration des cultures, sur le microclimat dans les parcelles et sur les besoins en eau des cultures qui sont présentes. Donc, les essais systèmes, la particularité de la plateforme TAB, une des particularités, c'est qu'on a travaillé notamment sur l'agroforesterie depuis 2013. Donc, pourquoi l'agroforesterie sur cet essai qui a été implanté en 2013? C'était initialement pour travailler plutôt sur la partie régulation biologique. Donc, est-ce que l'association de cultures pérennes, de cultures annuelles et puis d'aménagements agroécologiques comme des haies permet de favoriser la présence d'auxiliaires qui vont permettre une meilleure régulation des ravageurs des cultures. Donc ça, c'est ce qu'on a travaillé jusqu'ici. Et puis donc, en 2021, on a implanté 2 nouveaux systèmes de culture en agroforesterie. Avec toujours cet objectif de favoriser les régulations biologiques, mais aussi d'utiliser l'agroforesterie pour améliorer la résistance et la résilience des systèmes de culture face au réchauffement climatique et à ses conséquences.
Donc la particularité de la plateforme, c'est qu'on travaille sur de l'agroforesterie dite fruitière, donc c'est l'association d'arbres fruitiers avec des grandes cultures, donc ça c'est une particularité importante qui est liée au contexte local, le fait que les cultures fruitières, l'arboriculture soit très présente dans la plaine de Valence en même temps qu'un certain nombre d'autres cultures assolées. Et donc voilà, donc c'est de l'agroforesterie fruitière, et donc on a implanté 2 nouveaux essais qui vont donc reprendre des cultures qui sont présentes localement, des cultures assolées et puis des cultures arboricoles, et l'idée c'est de mixer ces cultures-là pour à la fois favoriser les régulations biologiques et puis essayer de voir si les cultures, cette mixité de cultures peut avoir des conséquences sur le microclimat des parcelles et notamment sur l'effet l'évapotranspiration. Donc c'est l'entrée principale de ces 2 systèmes-là. Donc là, l'idée, c'est de voir si notamment les planches d'arbres fruitiers qui vont être utilisées permettent d'augmenter l'effet brise-vent et donc de diminuer l'impact du vent sur les cultures, de permettre éventuellement sur les cultures irriguées d'avoir des créneaux d'irrigation qui sont un petit peu plus longs dans des contextes où on a des périodes de vent assez fréquentes en vallée du Rhône, et puis essayer d'utiliser éventuellement, enfin de regarder quel est l'impact de l'ombrage qui peut être apporté sur les arbres, apporté par les arbres sur les cultures assolées qui vont être cultivées juste à côté. Donc c'est un certain nombre d'enjeux qu'on retrouve dans la littérature, mais qui sont finalement assez peu étudiés. Enfin pour l'instant, il n'y a pas énormément de références au champ, qui plus est dans des conditions système où on peut faire varier un ensemble de leviers. Donc dans les 2 systèmes que je vais vous présenter juste maintenant, on a utilisé ce levier agroforesterie et on l'a associé aussi à d'autres leviers qui vont pouvoir être mobilisés par les agriculteurs pour essayer de diminuer les besoins en eau et d'adapter leur système vers un système plus résilient. Donc là, c'est la diversification des cultures, le couvert du sol et l'utilisation de couverts végétaux notamment, et puis des techniques, des stratégies de pilotage d'irrigation, mais ça dans nos systèmes ce sera plus sur la partie arboricole où il y aura des enjeux et des questions là-dessus. Donc voilà, les 2 systèmes qu'on a mis en place l'hiver dernier. Donc voici le premier, c'est un système sur lequel on travaille donc avec des cultures, une rotation de grandes cultures sur 5 ans, avec des cultures de printemps comme du soja, du maïs, des cultures d'hiver, donc blé, févrole et puis du colza. Et donc sur ces cultures-là, on va essayer de regarder si le fait d'avoir des planches d'arbres perpendiculaires au vent du nord, intercalées entre les planches de grandes cultures, va nous permettre de diminuer l'impact du vent du nord principalement, et de réduire les besoins en eau des cultures qui sont présentes. Donc ça, c'est l'enjeu principal de ce système-là. Et donc, on va essayer de mesurer quel est le microclimat sur les cultures. Est-ce qu'on peut arriver à quantifier et avoir des résultats tangibles sur les besoins en eau. Donc, premier système. Et donc, deuxième système, donc un système un peu plus évolutif, plus centré sur l'arbre. Là, on va être dans des conditions très, très imbriquées. Donc, c'est un système assez en rupture d'un point de vue grande culture. Donc, avec de l'association de plusieurs espèces arboricoles. Donc, on va retrouver des abricotiers, un certain nombre d'espèces plus méditerranéennes, et puis des cultures assolées qui seront cultivées vraiment entre les arbres sur des espaces d'une 12aine de mètres seulement, et qui vont être très soumis notamment à des aspects d'ombrage des cultures adjacentes. Et donc sur ces cultures-là, on va avoir des effets importants de notre système agroforestier qu'on va essayer de mesurer dans un contexte où on essaie de limiter vraiment de manière importante les besoins en eau, puisqu'on s'est fixé comme objectif de n'utiliser qu'un maximum de 2 tours d'eau par culture assolée, donc à peu près 600 mètres cubes hectares en moyenne, on va dire. Et donc l'idée, c'est que le système évolue au bout de 5 ans vers le remplacement des cultures assolées par des plantes aromatiques, dans l'idée d'avoir une succession de cultures
une utilisation de l'espace entre les cultures arboricoles qui soit la plus efficiente possible tout au long du cycle de cette parcelle, entre guillemets. Donc voilà, j'ai assez peu de temps pour expliquer tout ça. C'est juste pour présenter ces essais-là. Et bien sûr, s'il y a des questions, il faudra on peut prendre quelques questions. Et puis moi, pas de problème. Il y a aussi beaucoup de visites qui peuvent être faites sur ces systèmes-là à terme. Voilà. Merci Pierre, merci Florian. Et on va terminer avec l'intervention d'Alexis concernant les associations de culture, en particulier le Colza. Merci Thomas, merci Florian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Alexis Vergniaud, Terrinovia. Donc pour notre part, on est garant de l'expertise technique sur les cultures oléagineuses, protéagineuses et le chanvre. Alors aujourd'hui, pour conclure cette matinée d'échange autour du changement climatique et des grandes cultures, je viens vous parler un petit peu d'une culture qui est aujourd'hui essentielle pour nous et dans beaucoup d'assolements en France, donc le colza, et le lien en fait avec une technique qui existe maintenant depuis un peu plus de 20 ans, qui est l'association avec des légumineuses, qu'elles soient annuelles ou pérennes. Et vous allez me dire quel est le lien avec le changement climatique, tout simplement parce que cette technique, elle va avoir un objectif quand même qui est au-delà de la fertilité des sols, etc. Elle va avoir l'objectif d'être aussi un levier d'action contre les ravageurs d'automne, qui sont aujourd'hui une des problématiques les plus prégnantes en colza. Et quand on met parallèlement à ça la disparition d'un bon nombre de solutions phytosanitaires pour lutter contre ces ravageurs, on est obligé d'avoir le recours à des leviers agronomiques. Et ces ravageurs, par rapport au climat, en fait, ils réagissent aux variations d'amplitude thermique qui sont de plus en plus nombreuses, que ce soit à l'automne ou au printemps. Mais dans le cas des ravageurs d'automne, on observe vraiment aujourd'hui des pics de vol multiples qui rendent difficile la gestion de ces ravageurs. Et donc l'intérêt est d'aller de plus en plus vers de la culture qu'on dit robuste. Donc un petit zoom sur un projet qu'on a conduit pendant 3 ans là, avec différents partenaires que je vous évoquerai juste après. Juste un petit rappel sur la technique du colza associé. Je vous disais, ça prend racine, on va dire, il y a 25 ans, dans une région qui est située dans le centre de la France, donc le Berry, avec une entrée qui était purement fertilité. C'était des sols qui étaient très très pauvres en azote. On avait une fréquence de retour de la culture qui était assez importante, des rotations de type colza-bléorge, et du coup vraiment des grosses difficultés, des impasses de fertilisation de la culture et des gros problèmes derrière, in fine, au niveau du rendement. Donc l'entrée numéro 1 était vraiment l'augmentation de la fertilité du sol et la symbiose en fait entre la plante compagne, qui est une légumineuse, et le colza. Et puis on s'est aperçu au-delà de la fertilité qu'il y avait différents effets positifs sur la culture. La concurrence des adventices par phénomène d'étouffement. Alors Pierre en a un petit peu parlé pour les PAM, c'est la même chose en colza. Et puis ce qui va nous intéresser, c'est la perturbation des ravageurs d'automne qui nous pose de plus en plus de problèmes. Ce que je vous disais, il y a une diminution des solutions phytosanitaires possibles. Il y a une résistance à ces solutions phytosanitaires qui apparaissent par ces ravageurs. Et puis il y a le phénomène d'amplitude thermique par le changement climatique qui multiplie la présence et l'activité de ces ravageurs. Voilà pour cette origine et ce principe de technique. Je passe rapidement également sur le modèle. Donc l'idée, c'est d'implanter simultanément ou en 2 passages votre colza, donc votre culture d'intérêt, avec une légumineuse. Et l'idée, c'est qu'il y ait une symbiose entre ces deux plantes. Tout simplement, déjà au niveau racinaire, vous avez une complémentarité puisque les légumineuses ont plutôt un système d'enracinement qui va être faciès, qui va, par le biais des micro-racines, va infiltrer toute la porosité du sol. Et puis le pivot du colza qui est un peu plus costaud, qui va descendre un peu plus en profondeur. Donc là, vous avez l'intérêt, si vous voulez, de coloniser tout l'horizon superficiel du sol et de renforcer d'une part la fertilité, mais aussi de la structure, ce qui va être important vis-à-vis de l'érosion. En fait, l'idée d'introduire au départ des cultures, des légumineuses annuelles, comme la févrole, c'était la plante de base au début de la technique, c'est d'avoir des plantes qui vont geler durant l'hiver, donc qui vont jouer leur rôle de plante compagne durant tout le cycle automnal, et qu'à la première gelée, en fait, qui va avoir lieu pendant l'hiver, on ait une destruction par le biais de la météo de cette plante compagne. Alors on s'est aperçu aujourd'hui que la févrole était une plante qui était relativement de moins en moins sensible au gel aussi. Donc on s'est orienté vers d'autres types de légumineuses. On verra quelques espèces qu'on a testées juste après. Je pense à de la lentille, à du trèfle, à d'autres, du lotier. On a testé pas mal de choses avec des résultats qui sont plutôt probants et qui ont la facilité d'être moins concurrentiels pour le colza, puisque le but c'est quand même de récolter une culture de colza avec un rendement le plus amélioré possible en fin de cycle.
Les partenaires de ce projet-là, donc, qui étaient sous le label Pépite, hein, donc on avait les 4 chambres d'agriculture qui étaient situées sur le côté Rhône-Alpes, hein, donc Ain, Isère, Rhône et Drôme, accompagnés par nous, Terrinovia. Et du coup, on avait en support des exploitations agricoles qui ont été suivies durant les 3 ans du projet. Donc chaque structure suivait un ou plusieurs agriculteurs et mettait en place différentes plateformes d'expérimentation. On avait vraiment des agriculteurs qui étaient moteurs, qui étaient au centre du projet et qui étaient même membres pour la plupart de nos comités de pilotage de restitution et de travail. Et pour terminer, voilà, pour synthétiser, on avait à peu près 14 plateformes qui ont été mises en place sur les 4 départements durant les 3 ans du projet, avec des hypothèses de travail effectivement qu'on avait voulu tester et qu'on a validées. Hein. La première, c'était sur les réductions des dégâts des ravageurs. Tout simplement, pour vous donner une idée, on avait à chaque fois des dispositifs où on testait des parcelles, donc modalité colza solo, et puis des colzas qui étaient accompagnés de plantes compagnes. Et on s'est aperçu en fait que dans les modalités où on avait de la présence de légumineuses compagnes, on avait des réductions de l'ordre de 40 à 60% de dégâts de larvaires d'insectes. Donc ce qui n'est pas négligeable et ce qui est vraiment encourageant pour la suite, c'est une culture qui commence une technique qui commence à se développer de plus en plus sur la région. Et pour la suite, hein, à la fin de ce projet Pépite, on a réussi à rassembler les différents acteurs de ce projet autour de la table pour continuer à travailler sans forcément avoir recours à des financements, mais sur la base de bénévolat. Et donc on a un groupe aujourd'hui qui regroupe maintenant à peu près 9 à 10 structures, que ce soit des chambres, des COP, des négoces, des établissements semenciers, qui travaillent tous et toutes sur cette technique-là. Et on met en commun nos différents travaux et on essaye d'avancer un peu plus sur cette technique pour accompagner au mieux les agriculteurs. Donc là, je vous ai remis quelques petits mélanges qu'on avait testés, hein, avec de la lentille, du trèfle, du fenugrec, qui est une plante qui est excessivement répulsive pour les ravageurs d'automne comme les gros saltises ou le charançon du bourgeon terminal. Et puis la févrole également, qui était une plante historique qui était testée dans les modalités à base de colza associés. Sur les autres hypothèses, pour terminer, on n'avait pas forcément identifié une grosse réduction de la pression adventice, tout simplement puisque c'est très difficile à mesurer aujourd'hui par le biais des comptages. Donc on arrive à voir un effet d'étouffement, mais tous ces effets des plantes compagnes sont corrélés à leur développement, à leur croissance. Donc il faut un niveau de biomasse entre guillemets d'entrée-hiver de ces plantes compagnes qui soit suffisant pour valider ces hypothèses de travail qui vous sont présentées ici. Et sur l'aspect rendement, très peu d'écart. In fine, on avait entre 2 à 3 quintaux hectares en faveur des modalités avec colza associé. Vous allez me dire c'est pas grand chose, mais quand on regarde aujourd'hui le cours du colza, c'est pas forcément inintéressant dans la mesure où en plus la présence de plantes compagnes permet de faire une économie d'azote relativement intéressante, puisqu'on économise entre 20 et 30 unités sur le plan de fertilisation au printemps. Donc quand vous mettez tout ça dans le contexte d'aujourd'hui, au niveau rentabilité économique de la culture, c'est pas du tout inintéressant. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Je repasse la parole à Thomas, je vous remercie. Merci Alexis, merci à tous. Alors malheureusement, on n'a plus de temps pour la phase de questions, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder s'il y a des questions qui sont posées dans le chat et on les renverra aux intervenants. Et du coup, alors les personnes qui veulent rester, il n'y a pas de questions pour le moment. Bon. Les personnes qui veulent rester, qui veulent assister à la séquence Vercors, c'est dans cette salle-là, donc vous restez dans cette salle. Par contre, ceux qui veulent traiter le sujet des monts d'Ardèche, c'est dans la salle 1. Donc vous avez reçu les liens par mail normalement. Voilà, merci à tous.